Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle dont le scrutin est prévu pour le 20 mars prochain ici au Congo-Brazzaville, d'où nous émettons en direct. L'émission aujourd'hui traite de la justice et de la lutte contre la corruption. Et autour de ce plateau, la configuration n'a pas changé. Nous sommes toujours avec M. Bienvenu Okiemi, le ministre de la Culture et des Arts. Il représente le candidat Denis Sassou Nguesso. Joe Washington Ebina représente sur ce plateau la société civile. M. Dorian Baki Goma représente le candidat Mboussi Ngouari. Et puis M. Nicolas Nioutou qui représente la candidate Claudine Mounari. On va poursuivre cette émission, et je le disais tout à l'heure avant de rendre l'antenne, qu'on reproche beaucoup de choses à la justice, mais on ne se demande pas toujours est-ce que cette justice-là travaille dans de bonnes conditions, puisqu'on a un avocat qui est sur ce plateau. Est-ce que la justice a toujours travaillé dans de bonnes conditions ici? Je dis non. Pourquoi non? Il y a eu des municipalisations accélérées. La justice, d'ailleurs, les structures de notre justice datent pour la plupart de la colonisation. Nous avons le palais de justice qui est là. C'est un vieux palais qui existe avant que nous soyons nés. Le palais de justice au Pointe-Noire est construit autour de 1930 et quelques, largement, certainement, peut-être quand même, mon oncle paternel n'était pas né. À Pointe-Noire, il est plutôt à l'origine date d'indépendance. Un peu partout. Alors, il y a eu des municipalisations accélérées dans toute la République. La dernière qui ne s'est pas encore déroulée, c'est celle de la Bouanza. Et les institutions, sinon les maisons de justice, sinon les palais de justice, paraissent comme les parents pauvres de toutes les municipalisations. Je ne sais pas, j'ai pas fait le tour, mais à Brazzaville, le palais de justice est resté le même. On a construit des petites maisons où les bureaux, les magistrats sont confinés à 4 ou 5 dans un même bureau. Ce n'est pas dans ces conditions de travail-là que les magistrats devaient travailler. Ça, c'est pour les conditions matérielles. Je recueille le point de vue de M. Baki Goma. Est-ce que vous faites le même constat de vétusté des bâtiments? Oui, mais le constat est le même. Les conditions de travail au palais de justice de Brazzaville aujourd'hui, lorsque vous y arrivez, de la guérite jusqu'au bureau du dernier greffe, en tout cas, les conditions laissent à désirer. Regardez comment est-ce que les usagers qui viennent rechercher les casiers judiciaires et autres sont reçus. On tombe même dans un système de commission, s'il faut l'appeler comme ça, où vous tombez sur des gens qui prétendent vous rendre service moyennant quelque chose. Ça, c'est la réalité du palais de justice de Brazzaville. Et il y a aussi, évidemment, les conditions de travail, comme a su le dire Maître. Une table, un bureau où les gens s'asseyent à tour de rôle. Et vous voyez, c'est tout ça. Quand Monsieur le ministre parle de la réforme de la justice, de tout ce qui a été fait depuis la sortie de la guerre de 97, bon, certainement que les efforts ont été déployés ailleurs. Mais au niveau de la justice, les effets ne sont pas palpables. Merci, M. Baki Goma. M. Ebina, dans ces conditions-là, on devrait être indulgent vis-à-vis de la justice, non? Je pense que, vous l'avez si bien dit, il y a une précarité insoutenable en ce qui concerne le monde de la justice. La Fondation Ebina avait, au niveau de Brazzaville, rétabli la lumière au niveau du palais de justice. Nous avons fait des dons de bons au niveau des détenus. Tout ce qui est le corps judiciaire est un corps abandonné. Les commissariats de police sont abandonnés. C'est des structures très vétustes. Nous le disons simplement parce que nous constatons que si nous ne mettons pas le monde de la justice dans les bonnes conditions, ne serons pas surpris que le peuple subisse la colère des mécontents de la République. Il y a des hommes qu'il faut rendre hommage au niveau des courageux qui essaient de dire le droit. Il y en a, mais dans quelles conditions? Nous l'avons dénoncé, nous le dénonçons encore aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'impact pour améliorer les conditions des auxiliaires de justice et de la justice en général. Monsieur Okiemi, tout le monde a unanime que de gros efforts ont été faits ces derniers temps sur le plan infrastructurel. Mais pourquoi on a abandonné ou bien on a relégué le côté justice au second rang? On n'a rien relégué. Nous, ce qu'on veut, dans la marche vers le développement, c'est embrasser tous les secteurs, en priorisant bien sûr, mais on n'oublie rien du tout. Dans ce domaine-là, nous devons aller plus loin ensemble. C'est la volonté de notre candidat. Aller plus loin ensemble tout en sachant que le budget de l'État n'est pas extensible à souhait. Du temps fut nécessaire pour passer de la précarité à ce qui existe maintenant. Du temps est encore nécessaire pour aller vers une réelle modernité de la justice, pour que nous soyons au diapason de ce qui se passe dans les pays développés. Du temps est encore nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, la volonté est là. Quelques éléments. 1.
Nous sommes en train de construire des tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, pour rapprocher la justice du justiciable. On a déjà enclenché ce processus. Mais on ne pouvait pas le faire en une année. Il nous faut encore quelques années. Deuxièmement, pour ce qui concerne, pour lutter contre la surpopulation carcérale, c'est le cas à Brazzaville. Nous avons pris la décision de construire une prison moderne à Brazzaville. On va le faire. Nous allons aussi construire des prisons à l'intérieur du pays. Parce que mettre quelqu'un en prison, parce qu'il a méconnu une règle de droit, cela ne veut pas dire qu'il doit vivre dans des conditions insoutenables. Parce que nous pensons aussi, et c'est que les droits de l'homme doivent imprégner la démocratie congolaise tout au long. C'est la volonté de notre candidat. Faire en sorte que la règle de droit soit la même pour tout le monde, que vous ayez été en marge de la société ou que vous soyez dans la société. Nous ne voulons oublier personne. Et je ne peux pas laisser dire que le juge congolais travaille dans une misère absolue. Non, il faut aller plus loin ensemble, c'est certain. Mais la politique de restauration telle qu'enclenchée porte ses fruits. Du temps fut nécessaire pour arriver là où nous sommes. Du temps est encore nécessaire pour que la justice congolaise, dans son infrastructure, soit au diapason de ce qui se passe dans les pays développés. Et ce que je veux rappeler, on disait tout à l'heure que c'est aux magistrats congolais d'enseigner le droit aux contribuables congolais. Non, c'est de la compétence de l'avocat. Lorsque le contribuable congolais va le saisir, et lorsqu'il n'a pas les moyens, l'aide juridictionnelle qui existe dans ce pays fait qu'il est renvoyé vers un avocat. Ça existe vraiment? Bien sûr, je peux vous le dire, ça existe. Maintenant, c'est à l'avocat congolais de faire son travail. L'État est là pour organiser la justice qui est inséparable du développement et de la construction d'une nation. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments en marge, c'est aux professions libérales, avocats, en particulier, c'est le cas, de faire leur travail. Merci, monsieur. Un petit point, monsieur. Très rapidement. Je voulais simplement dire que nous n'avions pas compris au niveau de la société civile pourquoi, dans le programme du président de la République, il y avait la construction excessive des palais présidentiels dans toutes les régions, pendant que justement, il y a des priorités, dont justement la construction des palais de justice. Permettez quand même, non, permettez. Je dépasse mon temps de parole. Je dépasse mon temps de parole. Je vous demande pardon. Je vous le rappellerai. Hein. Oui, je vous demande pardon. Ce que je peux vous dire, j'entends ce discours, mais construire un État, c'est identifier l'État. Il y a eu des régions dans ce pays où on ne voyait pas l'État, on ne connaissait pas l'État. On ne voyait pas le préfet, on ne voyait pas le sous-préfet. On ne voyait pas une école, on ne voyait pas une infrastructure représentant l'État. Mais lorsqu'on prend la décision de construire un palais présidentiel, c'est identifier la nation congolaise en construction. C'est rappeler aux Congolais qui font partie d'une même nation, d'un même pays. Et ce palais-là n'est pas que pour le président, c'est pour le préfet. Lorsque le président reçoit les notabilités locales, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour le prestige. Merci, monsieur Kemi. Merci, monsieur Kemi. On a parlé des conditions matérielles, on n'a pas parlé beaucoup des moyens humains. Est-ce que l'effectif est toujours au rendez-vous? Mais toujours est-il que la justice doit continuer par fonctionner. Mais quelle est la perception de l'homme de la rue? Qu'est-ce qu'il en dit? Suivons tout de suite ce micro-trottoir. Moi, je pense que c'est l'un des mots qui ruine la société congolaise, la corruption. Partout ailleurs. Hein? Je ne veux pas vraiment développer, mais je pense que ce n'est un secret pour personne. Hein? La corruption, vraiment, elle est présente partout ailleurs. On la rencontre pratiquement dans toutes les sphères. Hein? Et la corruption, s'il faut le dire ainsi, au Congo semble se banaliser. Si pour avoir un emploi à la fonction publique, il faut s'y soudoyer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 150 000 francs ou 200 000 francs. Bon, la lutte contre la corruption au Congo, je crois que c'est une entité qui fonctionne ici dans notre pays. Et ce n'est pas normal qu'un monsieur, un fonctionnaire, qui gagne, prenons par exemple un exemple 200 000 francs, puisse construire une maison à étage à 2 niveaux, acheter une parcelle qui coûte 100 millions, alors que parallèlement, il y a des institutions, semble-t-il, qui existent dans ce pays, institutions qui ont été placées là pour lutter contre cette corruption. Mais je vous dis que le Congo fait partie du cancer des nations. Et parler spécifiquement de la corruption et de la justice,
le Congo est sorti des événements douloureux. Et il a tout fait pour que les institutions soient en place. Et nous osons croire qu'il y a la justice dans ce pays. Et la corruption, je crois que c'est vrai, la corruption est mondiale. La justice est là pour moraliser en quelque sorte la société. Donc tous ceux qui se font, comment dirais-je, qui se comportent mal, que ce soit financièrement, puisque là vous parlez de la corruption, devait être traduit devant les tribunaux. Il y a une institution qui lutte contre la corruption. Mais en fait, c'est cette institution-là qui devait envoyer ceux qui corrompent à la justice. Or, cette institution ne fait pas son travail. Donc la justice ne peut rien faire. À la limite, il faut tout revoir. En fait, c'est tout le système qui pose problème. Il arrive que celui qui a raison a tort et celui qui a tort a raison. Donc, à partir de ce moment-là, cette justice pose problème. Les tribunaux sont là, nous avons les cours et autres, mais le problème aussi c'est que la justice en soi est aussi confrontée par ce problème-là. Et aujourd'hui, s'il faudrait penser que la justice serait à mesure de rendre sa justice de façon égale à tous les citoyens, je dirais que c'est de la fantasmagorie. La corruption, c'est un phénomène social très redondant au Congo. Nous revenons sur ce plateau. Monsieur Baki Goma, dites-moi, il y a un aspect très important qui est la lenteur administrative qui s'observe énormément ici et qui déçoit le nombre de justiciables. Est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est du fait des juges de ne pas vraiment accélérer leur travail ou c'est les conditions matérielles qui sont à la base de ce dysfonctionnement-là? Oui, je pense qu'on peut retenir les deux faits. Mais je voulais quand même revenir, faire un petit bond en arrière. Ah bon? Oui, en disant ceci. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on s'engage à reconstruire une nation, on va sur les bases essentielles. Et donc, construire ou mobiliser des fonds pour les palais présidentiels au détriment de la justice, au détriment des hôpitaux, au détriment des commissariats et autres, je pense qu'on aurait fait le contraire. On aurait pu faire aussi la même chose, hein. On doit faire la priorité que c'est les palais de justice qui va construire. Il s'agit de poser des bases, oui. Faire un état de lieu et aller à ce qui est essentiel. Un palais présidentiel à l'intérieur du pays n'est pas plus important que meubler le palais de justice de Brazzaville, par exemple. Maintenant, pour arriver à votre question, ben, évidemment, la lenteur administrative, je ne serais pas surpris, maître est là, qu'il y a parfois des disparitions de dossiers. Vous arrivez, on vous dit que le dossier X, on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que dans ces bureaux, il n'y a pas d'armoire. Le service des archives, c'est un fourre-tout. Donc, les conditions de travail, effectivement, entraînent une grande lenteur et qui profitent parfois à certaines manipulations des données, certaines manipulations des preuves et autres. Évidemment, on ne sait pas trop dire si cela est fait à dessein ou si cela est fait par manque de moyens, mais nous connaissons les budgets des années précédentes et nous savons comment est-ce que les choses ont évolué. Monsieur Ebina, c'est une réalité qui est à décrire. Vous savez que dans les palais, ici, la connexion Internet est inexistante. Le dossier, le matériel informatique n'est malheureusement pas adéquat. C'est une réalité. Il faut regarder notre système de justice et le dire. Et il faut aussi rappeler qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'on parle de justice au Congo, il y a des signes qui ne trompent pas. Je tiens à vous rappeler que le 27 février dernier, monsieur Stephen Cockburn, qui est le représentant de l'Amnesty International, a été expulsé du Congo. Cela montre qu'on a l'impression qu'au Congo, qu'il n'y a pas une transparence de visibilité au niveau de la justice. Et lorsqu'on parle des conditions des travailleurs, les conditions de ces ministères-là, je tiens à vous rappeler que nous sommes dans une étape préhistorique et incompréhensible. En 2016, tout devait être informatisé et régulé d'une manière adéquate, mais ce n'est pas le cas. On a encore une grande vétusté. Lorsque vous arrivez au palais de justice, vous voyez les conditions sont précaires. Les endroits ne sont pas climatisés, la lumière n'est pas fiable. C'est un problème, mais je crois que, et nous espérons et nous dénonçons cela pour que justement cela change. Monsieur Newtou, à propos des effectifs, est-ce qu'il y a suffisamment de magistrats, par exemple? Hier, il n'y en avait pas assez, mais maintenant, oui. Il y en a beaucoup. Déjà, je me rappelle, il y a 2 ans, 3 ans, avant, au tribunal, particulièrement au tribunal de Pointe-Noire, il n'y avait que 2 chambres pénales. Il n'y avait pas de chambre administrative. Le président du tribunal de grande instance cumulait à la fois la chambre administrative.
il y avait un seul président du tribunal de commerce, du tribunal du travail, mais aujourd'hui, les magistrats sont nombreux quand même. Merci, M. Néoutou. Je permettez-moi de revenir à M. Ebina quand même pour dire que tout n'est pas mauvais non plus. Tout n'est pas nombreux. Parce que dans nombre de pays, on se plaint encore de l'effectif des magistrats. Là, vous savez, lorsque vous posez la question aux Congolais, les Congolais vous diront que tout est mauvais lorsqu'on est du côté de la population. Tout est bon lorsqu'on est dirigeant public et lorsqu'on vit dans l'apparat. Malheureusement, les populations vous diront que c'est... Non, mais je veux simplement dire que les populations se plaignent de leur quotidien. On ne peut pas simplement décrire une réalité congolaise qui est simplement élogieuse. Nous décrivons une réalité congolaise qui est difficile et nous tenons à le préciser. Mais s'il y a des améliorations, nous ne manquerons pas de le dire. Mais pour l'instant, au quotidien aujourd'hui, c'est une misère que nous n'acceptons pas et nous dénonçons cela pour que les choses changent d'ailleurs. Monsieur Okiami, apparemment, vous avez fait des efforts quant aux effectifs. Mais néanmoins, il reste encore beaucoup d'autres choses à faire. Il faut aller plus loin ensemble, et notre candidat le dit avec force et vigueur, même s'il est vrai que nous avons fait beaucoup d'efforts en termes d'effectifs. Nous formons des magistrats. Dernièrement, la dernière promotion de Tunisie est rentrée. Il y en a d'autres qui vont être envoyés dans d'autres pays africains. D'autres qui étaient en France aussi sont rentrés. Je pense qu'on va quand même arriver à un nombre quand même assez suffisant pour tenir la justice et pour que la justice soit rendue de manière comme assez rapide, tout en sachant qu'il y a quand même une croissance exponentielle des affaires. Si on prend par exemple Pointe-Noire, les juridictions sont encombrées pour ce qui concerne le contentieux de foncier par exemple. Donc là encore, à chaque fois, il faut aller de l'avant et nous entendons le faire avec notre candidat par le biais d'une réforme de la justice. Je rappelle encore à tous les Congolais, pour notre candidat, la justice est essentielle. Construire une nation sans justice, cela n'est pas possible. Donc on va mettre beaucoup de moyens. Ce que je veux aussi dire, c'est que le Congo est une priorité absolue. C'est un chantier vivant. Il y a des domaines à embrasser partout. Est-ce qu'il faut laisser les hôpitaux au profit de la justice, laisser la justice au profit de la santé? Mais attendons, donc, soyons sérieux quand même. Lorsqu'on veut gérer un pays, la santé est essentielle. Et lorsque nous construisons un hôpital par département pour faire en sorte qu'il y ait un accès aux soins beaucoup plus facile, c'est quand même important. Lorsqu'on va dans nos villages, on est heureux de savoir que nos parents peuvent emmener un des nôtres à l'hôpital d'à côté le plus rapidement possible et pour qu'il soit sauvé. On ne va pas dire, voilà, laissons les hôpitaux, mettons tous les fonds du Congo dans la justice de notre pays. Ce n'est pas sérieux. On est obligé de répartir un petit peu les choses, tout en sachant, et là nous avons un langage de vérité. Notre candidat a un langage de vérité. Le budget de ce pays n'est pas extensible à souhait. Je prends un exemple. Pour que tout le monde comprenne, on ne peut pas passer, je prends un exemple, de 4 000 milliards de francs CFA de budget à 10 000 milliards de francs CFA de budget pour régler tous les problèmes du Congo. Ce n'est pas possible. Avec les contraintes budgétaires que l'on a, le budget va un peu descendre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des arbitrages. On se dit, on n'oublie pas la santé, on ne peut pas oublier la santé. On donne un peu d'argent à la santé. On ne peut pas oublier la justice, on donne un peu à la justice. On ne peut pas oublier d'autres domaines encore. La police, l'éducation. La place de notre pays dans le système international dépend de tout ça. Merci, donc il faut faire des arbitrages et nous faisons des arbitrages tout en rationalisant nos choix politiques qui sont liés au fait à nos contraintes budgétaires. Merci M. Okiami, chers téléspectateurs. Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Brazzaville au Congo, émission organisée dans le cadre du processus électoral en cours et le scrutin est prévu pour le 20 mars prochain. Vous pouvez toujours continuer par nous envoyer vos réactions, nous en donnerons lecture sur ce plateau. L'adresse est bien entendu congo2016@africa24tv.com, congo2016@africa24tv.com. Vous avez constaté, on a beaucoup parlé de la justice, mais on n'est pas allé sur le plan de la corruption. Je vais poser une question qui soit une question de transition et je vais demander à M. Ebina qui gagne les procès ici, celui qui a beaucoup misé ou bien celui qui a eu un bon avocat? Celui qui est rattaché à la gestion publique. Les politiques gagnent la plupart des procès au Congo. Même si, comme l'a si bien dit le ministre, l'État perd. Mais l'État perd pour quel intérêt dans la mesure où l'applicabilité n'est pas là. Aujourd'hui au Congo, parce qu'on est d'un certain pouvoir, parce qu'on est d'une certaine famille, parce qu'on est d'une certaine région, parce qu'on a une certaine conviction, on a plus d'avantages que lorsque on défend une cause qui est simplement naturelle et normale. Le Congo est malheureusement sur cet état des choses. Monsieur Néoutou, vous qui êtes praticien de la chose, est-ce que vous avez souvent perdu vos procès parce que
le droit n'a pas été dit, ou bien parce que vous ne développez pas les vrais arguments? Bon, je vous dis simplement que je suis un peu mal placé de répondre à cette question parce que praticien, voilà, je prends parti de certains justiciables. Alors si je dis que je perds des procès parce que le droit est mal rendu, je me disqualifie moi-même. Je dis donc je défends mal mes clients. Maintenant, dire qu'il y a certaines personnes qui perdent des procès parce que le droit est mal rendu, il y a, je vais le dire tout à l'heure, qu'il y a des principes. Quand le droit est mal rendu en première instance, tu fais appel, tu iras à la cour d'appel, certainement qu'à la cour d'appel, on verra très bien ton dossier. Bon, maintenant, dire également que il y a des gens qui perdent le procès parce qu'il y a des influences politiques, ça c'est évident. Ça c'est évident. Nous vivons ça peut-être au quotidien. Mais expliquez-nous un peu comment se fait cette influence-là, justement. Monsieur Ebina vient de dire tout à l'heure qu'il y a des procès ici que certaines personnes perdent parce que en face, c'est le fils de monsieur Intel, parce que en face, c'est le petit frère de monsieur Intel. Mais ce qui est étonnant, qui fait pression sur le juge qui rend effectivement, qui fait pression sur lui. Qui fait pression sur lui? Parce qu'il y a la conscience professionnelle, non? Est-ce que tous les juges ont la même conscience professionnelle? La conscience professionnelle est effectivement ici piétinée par la relation. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas du fait de l'État. Parfois pas du fait de l'État, mais parfois aussi c'est du fait de l'État. L'État est une institution. Je sais que M. Okiemi est impatiente de prendre la parole, mais je ne la lui donnerai pas tout de suite, parce qu'il en a abusé un peu tout à l'heure. Monsieur Goma, vous avez la parole. L'État est animé par des hommes. Aujourd'hui, c'est M. Ebina qui me place à la tête d'eux. Tenant compte de mes capacités ou pas. Tenant compte beaucoup plus de nos affinités et peut-être d'une redevance quelconque. Et lorsque j'ai en face de moi Maître Moutou, qui vient se plaindre pour tel ou tel sujet, mais lorsque M. Ebina m'appelle, il ne fera pas une note pour dire ne recevez pas Maître X, il m'appelle. Et c'est cela le système judiciaire au Congo. C'est ce qui se passe. Je vous ai parlé d'un fait tout à l'heure. Le fait qui se passe en face de l'église Papa Isaïe. On l'a survolé. Je peux vous fournir ces éléments-là parce que ça a été filmé. Où on a vu le fils, je vais aller plus loin, le fils d'un général brandissant son arme devant tout le monde. Il est 10 heures. Ça devait être un jeudi. Le plaignant se rend au PSP de la Coupole. Il décrit son agresseur. On lui dit c'est le fils de monsieur Intel. Et le brigadier qui était là, il le dit. C'est le fils de Intel. Qu'est-ce que je peux faire? Et cette situation est remontée jusqu'au niveau de la police nationale. Et on n'a pas eu gain de cause parce que c'est le fils de X. Vous voyez? C'est cela. Le nom peut suffire pour influencer tout un dossier. Monsieur Okiemi, est-ce que vous avez connaissance de ce dossier-là? Il va falloir qu'on le ferme définitivement. Je n'ai pas connaissance de ce dossier, mais ce que je peux dire, c'est que notre candidat avait donné des instructions claires et précises au ministre d'État, ministre de la Justice, des droits humains et de la réforme de l'État, lui enjoignant de demander au juge d'appliquer la loi et rien que la loi. Mais avait-il besoin Attendez, de j'arrive. De demander aussi une déconnexion du parquet par rapport au ministère. Nous l'avons fait. Certains pays développés ne l'ont pas encore fait. On l'a fait dans ce pays. Maintenant, attendez, autre exemple. Vous l'avez fait sur le papier, mais la réalité peut être tout autre. Je vais vous donner un exemple pratique. Oui. Le ministre d'État, ministre de la Justice, on a quasiment changé tous les juges à comptoir. Quasiment tous. Ils ont quasiment tous été changés. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Certains pour des faits de corruption ou pour d'autres. Ceci pour dire aux Congolais que l'État congolais est au courant des faits de corruption qui existent dans notre pays. Mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous prenons des mesures au quotidien pour éradiquer ce phénomène qui est contre le développement de notre pays. C'est un phénomène qui existe, mais nous prenons des mesures pour combattre. Nous l'avons fait en 2004 en créant la Commission nationale de lutte contre la corruption. On l'a fait en 2007 avec l'Observatoire. On continue avec des mesures fortes, avec des radiations de magistrats. Mais l'État congolais prend
prend les mesures nécessaires. Je ne peux pas laisser dire sur ce plateau que l'État congolais, avec à sa tête notre candidat actuel, n'ait pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et pour faire en sorte que la justice congolaise soit encore beaucoup plus forte. Nous l'avons fait. Maintenant, il y a ici et là quelques juges qui peuvent oublier leur serment. Cela arrive. Mais l'inspection générale des services et des juridictions, à chaque fois prend des mesures, transmet les dossiers au Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions, qui dépend du président de la République, qui à ce moment-là radie. On l'a fait. Et le Conseil des droits de l'homme nous avait demandé des explications là-dessus. On a fourni des explications pour dire voilà notre politique en matière de lutte contre la corruption. Et je dois dire, mais n'en déplaise à certains, on a été félicités. Et pour preuve, on a eu 2 mandats au Conseil des droits de l'homme. Mais c'est quand même pour dire que ce pays est sur le bon sentier quand même. Et qu'il faut aller encore beaucoup plus loin ensemble. Monsieur Kiemi, cette émission réunit autour de cette table des représentants de candidats comme vous, bien entendu. Il va falloir qu'on fasse des propositions parce qu'il y a dans les projets de société des candidats des réformes à faire que vous proposez. Alors, monsieur Néoutou, que propose votre candidat pour régler définitivement ces problèmes-là? Parce qu'on a dit, on a puni, l'État n'a pas été toujours indulgent, le ministre de la Justice... Il n'a jamais transi. Merci pour la précision. Monsieur Néoutou, l'État a toujours pris sa responsabilité, pourtant certaines pratiques perdurent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que fera votre candidat, Mme Mounari? Bon, peut-être que vous me permettrez de le dire. C'est pas lent. C'est pas lent. Voilà ce que nous proposons, nous, au MUST, avec Mme Mounari. Désengorger des cours et tribunaux, parce que effectivement, il y a plein de magistrats, qui travaillent dans les conditions de précarité. Encore faudrait-il avoir les locaux. On va les construire. Donc, faire coïncider et présenter les tribunaux avec celles de l'administration du territoire selon les principes de la proportionnalité. Créer des districts judiciaires. Pourquoi on va appeler ça district judiciaire? Parce qu'à Brazzaville, par exemple, nous avons une seule cour d'appel. Une seule cour d'appel ne peut plus répondre pour Brazzaville. Parce qu'il y a Brazzaville Nord, Brazzaville Sud aujourd'hui, il y a l'autre là qui se construit en haut. Si, avec une seule cour d'appel, ce n'est pas possible que les décisions soient vite rendues et bien rendues. Les districts judiciaires, on compte également les créer à Pointe-Noire. Pointe-Noire également, la population est en train d'augmenter de façon exponentielle. Il faut bien créer des districts judiciaires. Donc, rapprocher la justice des justiciables. Bien entendu. Bon, également dans la formation des magistrats, nous voulons faire peut-être mieux que cette école-là qui est là, qui est également une seule école qui ne vaut plus rien, plus rien en formation. Mais ce n'est pas cela qui fait que les juges sont obligés de faire bien leur travail. S'ils sont animés de la volonté d'être corrompus, ils seront toujours corrompus. Le cas de la corruption, c'est autre chose. Parce que vous m'avez dit, qu'est-ce que vous allez proposer? Oui, justement, pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions et que la corruption ne s'invite plus dans leur quotidien. Est-ce qu'il faut aussi augmenter leur salaire? Est-ce que autant de choses? Augmenter leur salaire, les magistrats, je crois que sont parmi les fonctionnaires les mieux payés. Parmi les fonctionnaires les mieux payés. Mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui leur mettent à l'abri de la corruption. Ce n'est pas ceux qui leur mettent à l'abri de la corruption. La corruption dans les milieux judiciaires existe. Merci. Monsieur Baki Goma, votre candidat, monsieur Nougouari, il prévoit quoi? Oui, nous pensons rapprocher les cours et tribunaux des quartiers, les rapprocher autant que possible de la population. Et évidemment, arriver à une réforme en profondeur, dans le sens d'avoir un système judiciaire qui ne marcherait pas à contresens, mais qui irait dans le sens de répondre aux besoins de la population. Et d'autre part, la loi existe, les principes juridiques existent, mais il y a la question des animateurs. Le mot qui vient, c'est un reformatage. Parce que la question de la corruption est beaucoup plus une question de conscience professionnelle, d'honnêteté intellectuelle. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons qu'il est important d'agir dans la conscience de celui qui rend la justice. Merci, M. Baki Ngoma. Pas la peine de vous donner encore la parole parce que tout le long de l'émission, vous avez quand même proposé Monsieur Kevin, non. Mais vous en avez pour 30 secondes, je vous en prie, pour dire la réforme fondamentale.
Nous, on n'a pas attendu 2016 pour le faire. On a multiplié les tribunaux d'instance, de grandes instances. On a créé des cours d'appel. On a rapproché la justice du justiciable. On n'a pas attendu cette élection pour le faire. Attendez, c'est mon temps de parole. On a déjà commencé. On va encore aller plus loin ensemble là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le rôle de la société civile. Notre candidat le propose. Parce que le candidat de la société civile est là pour jouer le rôle de veille. Merci. Dernier élément, la décentralisation aussi, parce que la décentralisation fait que on gomme les différences entre gouvernés et gouvernants. On fait en sorte que la population est au plus près, peut se prononcer sur ce qui se passe. Merci, monsieur Okiami. Non, ça finit. Dernier mot. Non, plus de dernier mot. Non. Monsieur Ebina, quand vous entendez toutes ces propositions, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites... La réalité congolaise, malheureusement, est difficile à accepter. Je tiens à vous rappeler que Transparency International, depuis plusieurs années, liste le Congo comme étant l'un des derniers pays en ce qui concerne la lutte contre la corruption. 185e. Et donc, le président de la République, qui est en fonction depuis de longues années, nous donne un message. Attention, quand on dit 185e, ce n'est pas par rapport à la corruption, c'est par rapport à beaucoup de choses. C'est par rapport à beaucoup de choses, mais la réalité congolaise, elle est bel et bien là. Nous sommes toujours parmi les derniers. Pourquoi nous sommes parmi les derniers? Parce que, depuis de longues années, le président actuel nous donne ce message de transparence, de lutte contre la corruption. Mais je voudrais demander aux ministres et à autres de nous dire, mais quel est l'homme d'État, quel est l'homme en fonction, quel est le ministre d'État et ministre et autres qui a répondu devant les tribunaux en ce qui concerne les allégations contre la corruption? Aucune, il n'y a personne. C'est pour vous montrer que c'est un bien vain. Vous posez une question très importante, mais je ne peux pas laisser le ministre répondre tout de suite. Nous allons d'abord marquer une pause. Je vous en prie, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous revient dans quelques instants. Merci.